Comment notre cerveau nous pousse à rester dans une relation toxique? La dernière fois qu'on en a parlé, on a parlé de pourquoi les femmes ou les hommes préféraient les relations toxiques. Et aujourd'hui, on va voir ce qui se passe dans la tête des gens quand ça arrive et comment on peut faire pour éviter ou réparer ça. Pour commencer, il faut comprendre un truc simple vis-à-vis du cerveau. Le cerveau fonctionne par contraste et comparaison. Et non, ça veut pas dire que ton partenaire va tout le temps te comparer à son ex, ça veut simplement dire que pour mesurer ton état de bonheur et pouvoir l'apprécier correctement, ton cerveau va être obligé de le comparer, de le poser à côté d'un état de souffrance passé ou imaginaire. Par exemple, je suis bien avec toi parce que tu me traites mieux que mon ex, ou ma vie serait horrible ou un véritable cauchemar si je n'étais pas avec toi ou si je n'avais pas tel ou tel objet ou telle situation. C'est ce genre de comparaison que notre cerveau fait sans qu'on puisse forcément le contrôler. Et je parle bien évidemment ici de l'aspect inconscient de la chose. Si votre partenaire vous compare consciemment à d'autres personnes, que ce soit ex ou autre, c'est un autre souci pour un autre jour. Donc ceci étant dit, qui dit comparaison dit référence, et c'est là que la vidéo de la semaine dernière intervient. Dans la vidéo pourquoi les femmes préfèrent les relations toxiques, on a vu en fait comment un être humain relativement jeune construit sa référence, et c'est cette référence qui va influer sur tout le reste de sa vie. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, et je vous conseille parce qu'elle est vachement bonne quand même hein, la vidéo, en gros on construit notre référence sur deux choses. La relation avec notre parent du sexe opposé et notre première relation amoureuse qui arrive vers le collège-lycée. Ça dépend, on va dire, de votre contexte, hein. C'est personnel à chacun. Et bon, on a vu que au niveau des parents, c'est la roulette russe, hein, c'est pas nous qui choisissons, et au niveau du premier partenaire, même si on a un peu plus de marge de manœuvre, le contexte collège-lycée fait que quand même on a beaucoup de chances de tomber sur un partenaire de merde, indépendamment de notre sexe d'attirance. Et oui, cela étant sûrement dû au fait que au collège et au lycée, on n'a pas encore fini de construire notre personnalité et que du coup, par définition, on sort avec quelqu'un qui n'a pas fini sa maturation. Donc c'est comme manger un fruit pas assez mûr. Et donc pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ce sont ces éléments qui construisent notre référence relationnelle. Et cette composition-là, elle pue la merde, hein, on va être très clair. Et si vous ne faites rien, vous allez subir cette merde et la répéter au cours de votre vie durant votre relation amoureuse. Et c'est pas souhaitable. Et je tiens à préciser pour éviter toute confusion que c'est vraiment l'assemblage ou la succession des deux éléments, donc le parent de merde et le premier partenaire de merde, qui fait qu'on s'habitue et qu'on utilise les relations dysfonctionnelles comme référence. Hein. Si on n'en a qu'un des deux éléments, on rentre plus dans un stade de confusion et de contradiction, et on va dire on a encore plus de marge de manœuvre, mais c'est plus compliqué parce qu'on est confus. On a un repère, on va dire, plus difficile à détourer. Mais cette situation de confusion reste quand même plus facilement rattrapable que la situation que je vais décrire ci-dessous. Oui, car en effet, à ce stade, le point de non-retour n'a pas encore été atteint. Il ne le sera que quelques années plus tard, par un phénomène que j'appelle l'adaptation hédonique du cerveau. En vrai, j'ai sûrement pioché quelque part, mais impossible de retrouver la source, donc faites avec. À juguler leurs émotions, et du coup tout cela crée une succession de relations qu'on pourrait qualifier de toxiques, voire des relations avec un pervers narcissique. Et donc durant ces années, elle va vivre ce qu'on appelle un ascenseur ou des montagnes russes émotionnelles, c'est-à-dire qu'à un moment elle va se sentir terriblement mal, et le moment d'après terriblement bien, et ainsi de suite, parce que bon, c'est ça que les relations toxiques font, c'est que tu souffres énormément, et il y a des moments de calme, et après tu souffres énormément. Et c'est ce que la plupart des victimes de pervers narcissiques décrivent. Hein. Ce schéma est particulièrement addictif parce que, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, le cerveau fonctionne par contraste. Ce qui fait que ton très bas, ce moment où tu vas beaucoup souffrir, va te servir de référence pour comparer avec le moment où tu vas te sentir très bien. Ce qui fait que les bas vont être horribles, plus horribles que dans la réalité, vont être perçus comme plus horribles que dans la réalité, et les hauts vont être perçus comme plus géniaux,
plus parfaits que ce qu'ils ne le sont en réalité. Et c'est ça qui fait le côté addictif. Parce que même si tu atteins des bas qui sont limite destructeurs et qui sont un danger pour toi, tu auras toujours l'espoir de revenir à ce haut, voire même l'envie de revenir à ce haut et qu'il dure plus longtemps, voire pour toujours. Et c'est ça qui fait que tu restes accroché, comme emprisonné dans ta relation. Mais je détaillerai cet aspect dans une autre vidéo dédiée aux pervers narcissiques et aux mécanismes d'addiction. Et même si sur du court terme c'est plaisant et supportable, évidemment sur du long terme ça va nous détruire psychologiquement. Et c'est là que le point de non-retour intervient. Parce que durant ces années où la demoiselle a vécu ces montagnes russes, elle s'est habituée aux montagnes russes, elle s'est accoutumée à ces montagnes russes, et ces montagnes russes deviennent sa référence, et maintenant elle va se baser sur ces montagnes russes pour juger toutes ces autres relations. Ce qui fait qu'on a le phénomène où un mec sain qui est juste normal devient ennuyeux. Et le côté vraiment insidieux de la mécanisme du cerveau quand on arrive à ce stade-là, c'est que vu que ton cerveau est habitué, il n'est plus alerté, il ne voit plus ce type de relation comme un danger. Par contre, il va voir les relations saines comme un danger, parce que pour lui, les relations saines sont devenues quelque chose d'inconnu et quelque chose qui diffère grandement de ce qu'il connaissait déjà et qui lui permettait de rester en vie. Ce qui fait que non seulement tu risques de t'ennuyer dans ta relation saine, mais en plus que tu risques d'être paniqué, d'être stressé et d'avoir de l'anxiété dans cette relation saine et avoir une sorte de paranoïa qui va te faire chercher tous les défauts possibles, tout ce qui pourrait mal tourner, et tu vas même parfois arriver à un stade où tu vas interpréter des actions normales de ton partenaire comme des actions de possible trahison, mensonge, manipulation et autres joyeusetés. Et tu ne fais pas ça de bon cœur, tu ne fais pas ça de manière consciente, tu ne fais même pas ça parce que tu es une mauvaise personne, tu fais ça simplement parce que ton cerveau étant habitué aux relations toxiques et étant rassuré dans ces relations toxiques, il va tout faire pour retrouver les composantes de la relation toxique dans ta relation saine, parce que ça le rassure en fait. Et c'est là qu'on arrive dans un, on va dire, dans un petit syndrome de déréalisation, et que souvent ces personnes-là sont pris pour des fous ou pour des folles. Parce qu'ils voient des choses, ils essayent de chercher des choses qui n'existent pas. Et c'est aussi pour ça que j'appelle ça le point de non-retour, parce qu'une fois qu'on est dans ce stade-là, il est quasiment impossible d'en sortir tout seul, sans être accompagné, et en tout cas d'en sortir sans faire souffrir notre entourage, notre futur partenaire et tous les gens autour de nous. Après bon, je dis impossible, mais c'est une exagération. Dans la vraie vie, rien n'est impossible, mais sortir de cette boucle infernale est très dur, et c'est très dur de le faire seul, et c'est quasi impossible de le faire si on n'en a pas conscience. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu as l'impression d'être tombé que sur des fous, des folles, des pervers ou des gens qui te voulaient du mal. Et peut-être qu'à un moment, effectivement, ça a été le cas, mais peut-être que actuellement, tu es tombé dans cette espèce de piège, de cercle vicieux, où vu que tu as eu tellement de relations toxiques que tu t'attends à ce que la prochaine soit toxique. Et de facto, tu rends la relation toxique car tu cherches des choses qui n'existent plus. Donc il est donc important, si tu es dans ce cas-là, d'essayer d'assainir ta relation, de te rassurer toi-même, et surtout d'aller voir quelqu'un si tu sens que tu n'es pas capable de le faire, ou si tu penses que tu n'es pas capable de le faire suffisamment rapidement pour trouver l'amour de ta vie. Car je le rappelle à ceux qui ont des problèmes, que ce soit relationnels ou professionnels, que rien ne vous oblige à les affronter tout seul. Vous avez des proches, et si vos proches ne sont pas compétents, vous avez des individus comme moi qui ont dédié leur vie à régler ce genre de problème et comprendre ce genre de problème pour aider le maximum de gens. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à moi ou à quelqu'un d'autre, mais faites-vous aider de manière à évoluer, parce que vous méritez d'être heureux et vous méritez de prendre les bonnes actions qui vous permettront d'être heureux. C'est tout pour moi, donc on verra dans la troisième partie de ce triptyque comment factuellement on peut réussir à sortir de ce cercle vicieux seul et ou accompagné. Je vous souhaite la bonne journée, et n'oubliez pas que le monde a besoin de vous à votre propre potentiel, à votre plein potentiel. J'ai toujours du mal. Bisous.